VDI. Bruxelles Metula. Il est avec nous, il est avec vous, en direct, chers auditeurs, tous les vendredis matins. C'est Stéphane Juffa. Stéphane, bonjour. Oui, bonjour Jim et bonjour aux auditeurs de Radio Judaïka. Alors Stéphane, on a du pain sur la planche avec l'actualité chaude en Israël, dans la région également. Et Stéphane, on va commencer avec l'actualité du début de semaine prochaine. C'est déjà pour lundi. Donald Trump arrivera en Israël. Alors on a vu dans les informations de ce matin de Fanny Linon que apparemment il ne pourra pas atterrir avec son hélicoptère sur Masada. Déjà une première réaction, Stéphane, vous qui êtes pilote, vous comprenez les difficultés d'atterrir sur Masada ? La réponse est non, Jim. J'ai atterri des dizaines de fois sur l'aéroport de Masada. Je sais pas pourquoi ça a été refusé. J'ai aucune idée. Mais nous, on atterrit avec des avions. Bon, c'est un petit aéroport, mais qui est tout à fait sûr. Atterrir avec un hélicoptère, il n'y a même pas besoin de piste. On pourrait atterrir directement soit sur le site de Masada historique, soit à côté. Et puis, c'est l'occasion d'en parler en un mot. Il y a un espace de concert ouvert juste au pied de la citadelle, cette montagne sur laquelle les Hébreux avaient résisté aux Romains avant d'effectuer un suicide collectif, qui est absolument superbe. C'est peut-être le plus beau panorama du monde, avec des conditions de lumière qui sont phénoménales. J'avais vu l'opéra Nabucco là-bas. Et tout ça pour dire que c'est très beau et puis que Trump pourrait également atterrir là-bas. Il y a pas mal de problèmes de frottement, je sais pas lesquels sont naturels et lesquels sont provoqués entre les représentants de Trump et ceux de Netanyahou à l'oreille de cette visite qui s'annonce tendue pour les choses dont on va parler probablement. On se fait pas de cadeaux. Et il y a des problèmes aussi quant à une éventuelle visite au mur des lamentations. Ceux qui sont là pour préparer la dite visite on fait l'erreur, l'inattention de dire que le mur des lamentations, donc l'esplanade du temple, n'appartenait pas à Israël ou que les États-Unis ne le reconnaissaient pas comme appartenir à Israël. Quand on parle d'un transfert éventuel de l'ambassade américaine à Jérusalem, ça met comment froid quand même. Bah oui, Stéphane, et ce qu'il y a eu notamment comme froid dans les relations israélo-américaines ces derniers jours, c'est également les révélations que Donald Trump aurait fait à Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. On sait qu'il y a pas mal de réactions d'anciens chefs du Mossad, des renseignements israéliens, qui ont dit que clairement le président américain avait mis en péril un agent israélien. Et il y a l'ancien directeur du Mossad qui avait lui été jusqu'à dire qu'il fallait punir les Américains en ne leur donnant plus aucune information. Stéphane, est-ce que vous comprenez ces réactions israéliennes ? Mais bien sûr, on partage beaucoup d'informations au niveau du renseignement avec Washington. Beaucoup, ça veut dire énormément, ça veut dire des milliers de données par jour, et qui évidemment vont jusqu'au chef des armées, qui est le président des États-Unis, en l'occurrence Donald Trump. Et Donald Trump, on s'en rappelle maintenant, n'est pas un politicien professionnel. Un politicien professionnel, il faut lui arracher les mots de la bouche. Une personnalité qui provient de la société civile et qui doit quelque part bonimenter, sourire, plaisanter, risque beaucoup plus de perdre le contrôle des mots qu'il prononce. Et c'est très probablement ce qui s'est passé avec Lavrov. Alors il a voulu montrer à Lavrov qu'il était fort et que les États-Unis savaient énormément de choses, mais en même temps, en parlant de ces choses, il a dévoilé la source, et la source pourrait très bien être un agent israélien chez les pires ennemis d'Israël et des États-Unis. On pense notamment à l'État islamique, et évidemment, ça met la personne en péril. Et puis, le questionnement, c'est pas une question de punition du tout, mais si on a quelqu'un au sommet de la plus grande puissance mondiale, qui est notre ami, auquel on transfère pratiquement tout ce qu'on sait au niveau du renseignement, et en qui on peut pas faire confiance au niveau de la capacité à savoir ce qu'il dit, eh bien, il faut revoir d'abord les réseaux de transfert de renseignements, parce qu'on peut pas arrêter tout simplement. On peut pas non plus punir Trump, parce qu'on punit pas l'homme le plus puissant de la planète. Ça, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on va lui dire ? Vous avez fait une connerie, il faudra plus recommencer. C'est absolument pas possible.
Donc il va falloir établir de nouveaux codes de transfert d'informations et on va simplement les choisir tout seul. Je doute même que Benjamin Netanyahou en parle à Trump de sa langue qui a fourché, parce que ça nous amènerait nulle part, parce que, à part ça, il a le droit de le faire. Il a le droit de ce qu'on appelle déclassifier des informations s'il pense que c'est nécessaire en dialogue ou à une explication avec un tiers. C'est dans les privilèges de l'autorité présidentielle aux États-Unis. Stéphane, dans le voyage de Donald Trump, on va revenir là-dessus, il arrive dès lundi en Israël, il sera là lundi et mardi, mais il y a aussi une halte en Arabie Saoudite. Ça nous amène, Stéphane, à parler de ces fameuses relations entre Israël et les pays sunnites modérés, les pays du Golfe, dont l'Arabie Saoudite. Stéphane, hier soir dans le journal de 18h, on a passé en revue avec vous en détail les exclusivités en termes d'analyse de la Metula News Agency. Vous nous parlez du fait qu'on se dirige vers une normalisation désormais officielle entre ces pays. Vous nous expliquez aussi que ces relations existent déjà, c'est un secret de Polichinelle, mais vous avez été encore plus loin que ça. J'aimerais maintenant, Stéphane, qu'on prenne un petit peu de temps pour passer en revue la position israélienne qu'on n'a pas pu analyser hier. Alors, Stéphane, concrètement, qu'ont à gagner les Israéliens s'ils se rapprochent officiellement, en tout cas, des pays sunnites modérés? Beaucoup de choses. À part ça, on ne peut pas les appeler les pays sunnites modérés, en tout cas pas pour l'Arabie Saoudite. En endroit où on coupe la tête des femmes sur la place publique, c'est pas un pays musulman modéré, c'est un des pays les plus extrémistes. Il n'y a pas une énorme différence entre l'État islamique et l'Arabie Saoudite au niveau des conditions de vie et d'application de l'islam. La grande différence, c'est que l'Arabie Saoudite est riche et que tout le monde veut avoir des relations avec l'Arabie Saoudite, notamment commerciales, à commencer par Trump, suivi par tous les pays européens. Quand on veut du business, soit à Riyad, soit à Téhéran, on passe à côté des potences et puis on les regarde pas. Il n'y a aucun article sur ce que je viens de dire dans la presse européenne, dans la presse américaine, parce qu'on veut faire des affaires. Et puis en Israël, la question va se poser beaucoup, parce qu'ici les gens s'agitent rapidement au sujet des droits de l'homme. Et c'est une des craintes d'ailleurs de la normalisation pour l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite n'a pas de relation normalisée comme on l'entend par exemple entre la Belgique et la France ou la Belgique et la Hollande, avec aucun pays du monde. C'est-à-dire vous restez chez nous et nous restons chez nous et nous faisons ce que nous voulons. Et ça, on va en parler plus tard quand il s'agira d'une vraie normalisation. Mais ce qu'Israël a y gagné, d'abord, c'est probablement la meilleure, la plus large offre de paix globale entre Israël et les pays arabes qui a jamais existé. C'est quand même terriblement important. Ça assure la pérennité de l'État d'Israël. Ça assure son intégration politique et militaire et stratégique. Et ça, c'est ce qu'on a toujours voulu. C'est le rêve de tous les politiciens israéliens qui n'ont jamais réussi à le concrétiser. Ensuite, c'est une source de revenus extraordinaire. Aujourd'hui, alors que l'alliance n'est pas officielle, on parle de l'Arabie Saoudite et des États du Golfe. On a parlé hier de milliards d'euros. J'ai encore eu, on a discuté de l'émission ici en comité de rédaction. On me dit que le chiffre des ventes israéliennes l'année dernière dans à ces États plutôt, pourrait atteindre 7 à 8 milliards d'euros. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on est complémentaire avec les États-Unis. Par exemple, les États-Unis, excusez-moi, sont en train de mettre la dernière touche à un accord de vente d'armement énorme de 300 milliards de dollars avec l'Arabie Saoudite. Et puis il y a des choses qui les intéressent pas, ou il y a des choses qui choisissent de laisser à Israël. Nous ne sommes pas capables d'offrir des F-35, des avions furtifs ou du matériel très lourd qui est fabriqué en série aux États-Unis. Ce qu'on est capable de faire, c'est des trucs plus fins, des missiles, les fameux boucliers antimissiles israéliens,
dont les Arabes sont très friands, les drones, les conseils, la proximité. Israël est capable de réagir beaucoup plus rapidement sur une demande arabe, puis on est aussi beaucoup plus près. Mais pour nous, si on augmente le niveau de transactions avec ces pays de 7 milliards par année à 50 milliards par année, ça change absolument toute l'économie israélienne. Donc, c'est très intéressant. Et puis, Jim, il y a la cessation de la menace iranienne. On a parlé des dizaines de fois à cette antenne et dans notre émission Bruxelles Metula de la menace iranienne, du danger de voir l'Iran devenir une puissance nucléaire. Eh bien, s'il y a un bloc, une alliance de blocs face à l'Iran avec les États-Unis, Israël, tous les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, cette menace est neutralisée dans le sens où nous ici à Metula, et on l'a dit, nous pensons avoir des informations qui me démontreraient qu'il y a déjà des soldats, voire des bases israéliennes, plutôt des bases communes avec les Saoudiens et les États du Golfe face à l'Iran. Donc, il y aurait des militaires, au moins des conseillers israéliens. On a dit hier dans l'article de Jean Tzadik qu'il y avait des appareils israéliens qui faisaient du recueil d'informations, de renseignements dans le Golfe arabo-persique, dans la mer d'Oman, dans la mer Rouge, et ça c'est extrêmement important. Mais si l'accord est officialisé, il y aura de grandes bases américaines et israéliennes et mixtes, et il y aura une menace qui sera plus une menace de l'Iran vers ces pays, mais de ces pays, de ce bloc, sur l'Iran. C'est-à-dire que si l'Iran bougera une oreille ou s'il y aura un doute, on va se trouver dans un contexte qui est totalement différent que la situation qu'avait imposée par sa politique Barack Obama il y a juste quelques mois. On s'en est rendu compte. Donald Trump, c'est pas Barack Obama. Donald Trump, Jim, il a deux idées en tête. Il a formé ce bloc sunnite Israël face à l'Iran pour toutes ces bonnes raisons et faire du business. Et il a une autre idée en tête, c'est entrer dans l'histoire en étant celui qui a fait la paix entre les Arabes et Israël, ce que personne n'est parvenu à faire, et pas non plus les dirigeants arabes et les dirigeants israéliens. Et pour y parvenir, il a besoin d'accords visibles. Ce qu'il veut, c'est revenir au Moyen-Orient. De par sa politique, Obama s'était retiré du Moyen-Orient. Personne ne lui faisait plus confiance. Les régimes comme en Égypte, comme en Libye, d'une certaine façon, qui dépendaient de l'appui des États-Unis ou de leur bienveillance, à tout le moins, eh bien, ils se sont rendus compte que quand c'était nécessaire, ils pouvaient plus compter sur les États-Unis et notamment sur leurs forces militaires. Eh bien, Donald Trump est en train de renverser cette tendance, de rétablir cette confiance, et pour le faire, pour arriver à ses fins, il a effectivement besoin d'une alliance non pas seulement qui existe comme aujourd'hui, mais qui soit encore agrandie et qui soit surtout visible de tous, parce que ça devient, quand c'est plus secret, une réalisation du président Donald Trump qui affermit ainsi sa position globale sur toute l'étendue de la planète. Stéphane, on va continuer à parler du président américain Donald Trump qui recevait cette semaine à Washington le président turc Recep Tayyip Erdogan. Alors Stéphane, sans trop s'attarder sur les débordements qu'il y a eu devant cette rencontre entre le service de sécurité du président turc et des manifestants anti-Erdogan, Stéphane, qu'est-ce qu'on peut en conclure de cette rencontre entre ces deux dirigeants ? On peut en conclure qu'à part l'expression de bonnes intentions de part et d'autre, parce que les pays ne peuvent pas vivre sans une coordination minimale. On n'oublie pas que la Turquie, c'est un très gros morceau dans l'OTAN. C'est le deuxième pays le plus puissant militairement en Europe, plus que la France, plus que l'Angleterre, derrière les États-Unis, qui occupe une place stratégique de premier ordre face à la Russie, à l'Europe de l'Est et de l'autre côté surtout à l'Iran. Donc on peut pas se fâcher complètement, mais on est passé pas loin parce que
ce qu'Erdogan est venu demander à Trump, c'est de cesser son soutien aux Kurdes. Il voulait que les Kurdes qui sont en train de se battre dans une bataille décisive face à Raqqa et à Deir ez-Zor soient remplacés par l'armée turque. Et il voulait obtenir de Donald Trump l'autorisation d'attaquer, de bombarder le territoire des forces kurdes en Syrie. Et à ces propositions, à ces demandes, eh bien, le président américain a posé une fin de non-recevoir. Il a répété, il a été très clair. Ça, c'est une chose qu'on peut apprécier chez Trump. On sait ce qu'il veut dire. Le langage diplomatique, c'est pas vraiment son fort. Il a dit, nos alliés, c'est les Kurdes. Vous touchez pas aux Kurdes. Et d'ailleurs, pour vous montrer que vous touchez pas aux Kurdes, à partir il y a déjà 2 mois, toutes les patrouilles en Syrie, à partir du Kurdistan, c'est-à-dire le Rojava, sont des patrouilles mixtes d'engins blindés et de jeeps, à la fois des forces démocratiques syriennes, donc des Kurdes, et de l'armée américaine. Donc vous tirez sur ces convois, sur ces patrouilles, vous tirez sur des soldats américains. Et ce qui n'a pas du tout été apprécié, c'est que quelques heures après cette rencontre, eh bien, d'Ankara sont sorties des voix qui ont dit que la présence des soldats américains dans ces patrouilles n'empêcherait pas Ankara de tirer sur les Kurdes et de se battre et de bombarder les Kurdes, notamment lorsqu'ils voudront entrer dans la capitale de l'État islamique, à Raqqa, en Syrie. Et c'est bien sûr très mal pris parce que c'est une menace indirecte sur la vie des soldats américains au Proche-Orient, particulièrement en Syrie. On n'aime pas du tout ça. Ici à Metula, on pense pas que les Turcs seront suffisamment fous pour réaliser ces menaces, parce que ils s'exposeraient à une riposte terrible de la part des Américains qui sont prêts à la faire. Mais au niveau de plomber l'ambiance d'une soirée de fin de semaine, je vous assure, Jim, c'est qu'il y a rien de pire. Stéphane, il est 8h20 précise, et pour vous féliciter pour votre ponctualité, une fois n'est pas coutume, je vous propose de garder l'antenne encore un tout petit peu, parce que Stéphane, il y a tout de même un sujet dans l'actualité proche qui vous concerne, qui intéressera nos auditeurs. C'est votre venue prochaine chez nous à Bruxelles. Stéphane, ce sera le 11 juin prochain à 20h pour une conférence avec comme titre Le précipice syrien et l'initiative de paix de Donald Trump. Alors, si nos éditeurs veulent venir vous écouter, vous voir en live, vous rencontrer, vous poser aussi des questions, 2 possibilités de réservation. Par téléphone, prenez un bic, un stylo, un bout de papier, je vais vous donner le numéro, c'est le 02 648 18 59. Je le répète une deuxième fois, 02 648 18 59. L'autre possibilité, c'est par mail. Et là, il faut envoyer un mail à magjudaïka@hotmail.com. Là aussi, je vais vous les plaies. Prenez un bic. Mag, M-A-G. Et puis, dans le même mot, judaïka, J-U-D-A-I-C-A, @hotmail.com. Voilà, Stéphane. Est-ce que vous êtes impatient de nous rejoindre? Vous aussi, vous m'appelez beaucoup. S-T-E-P-H-A-N-E. Voilà, merci Stéphane. J'ai noté le numéro et je viendrai. C'est une conférence qui m'intéresse. Je serai là. On fera le plein. Et j'apprécie énormément, mais ça, le public. J'apprécie énormément le public bruxellois et belge en général. Ce sera dans très très bon niveau et très cordial aussi. On va probablement chanter une chanson avant de commencer à travailler. Ce sera studieux, on a beaucoup de choses à se dire. On va parler de l'avenir immédiat d'Israël parce que lundi, eh bien, il faudra que Benjamin Netanyahou donne une réponse à Donald Trump. Est-ce qu'il intègre le wagon, le train de ce plan de paix que j'appelle la Pax Trumpana, comme on l'a décrit pendant 2 jours, ou alors sous la pression notamment de sa droite et de sa droite édéniste, il va préférer se raidir sur la possibilité de la création d'un État palestinien. Et là, ça irait pas très bien, et même peut-être assez mal avec Donald Trump. Et la pire des choses qu'a décrite Jean Tzadiker dans son article assez extraordinaire, je dois dire,
ce serait de financer avec Trump. Tous ceux qui l'ont rencontré ont donné ce témoignage. C'est pas en homme, il faut pas, surtout pas, lundi, que Benjamin Netanyahou s'imagine qu'il va pouvoir parler avec Trump comme il a parlé avec Mahmoud Abbas, c'est-à-dire en restant dans le flou, en ne donnant pas de date, en ne donnant pas de contours. Il a beaucoup à recevoir, mais on va lui demander des réponses claires et de savoir si Israël est prête, oui ou non, à la création d'un État palestinien. On va lui proposer que cet État palestinien soit bien sûr démilitarisé, ça on est déjà d'accord, mais on va peut-être lui proposer, ce qui n'avait pas été le cas jusqu'à maintenant, c'est que Tsahal demeure sur le Jourdain, c'est ce qu'on avait exigé, ce qui ne nous avait pas été accordé. Et la grande différence entre le plan qui nous avait été soumis par les Saoudiens en 2002 et le plan qui est discuté maintenant, c'est qu'on pourra discuter des frontières. Ça signifie en clair que les Saoudiens et les Arabes seraient prêts à nous laisser les trois grands groupes d'implantation qui existent en Judée-Samarie. On pourrait discuter dans certains nombres de choses. Il n'y aurait pas le retour imposé des réfugiés palestiniens, très important pour nous ici à Methoula. Il n'y aurait plus l'exigence de rendre le Golan aux Syriens et on pourrait procéder par paliers. C'est très tentant et il faut surtout pas refuser d'un bloc sans en parler cette proposition parce qu'elle est cardinale pour l'avenir d'Israël. Mais est-ce que Benjamin Netanyahou voudra intégrer ce train ou alors est-ce qu'il ira vers une crise avec les États-Unis en prenant le parti de son extrême droite? C'est ce qu'on verra. C'est pour ça qu'il y a des tensions. On retourne à ce mini-incident de l'interdiction de poser l'hélicoptère présidentiel sur l'aéroport de Masada. On en est là. On s'apprête, on aiguise surtout les sabres, même si on va beaucoup sourire la semaine prochaine. Mais la visite de Donald Trump n'est pas une visite de touriste, c'est une visite pour parler de la chose politique. Et c'est une visite pour parler de l'avenir de la région et partant de l'avenir d'Israël. Israël risque très gros, Jim. Stéphane, je suis sûr que vos propos, vos analyses donnent envie chaque semaine à nos éditeurs de réserver leur place pour votre conférence du mois de juin prochain. Stéphane, avant de vous quitter, parce que vous avez parlé de sourire, je voulais vous demander si vous avez regardé les premières images du Festival de Cannes et plus précisément si vous avez pu apercevoir la robe de Miri Regev, ministre israélienne de la Culture. Vous voulez parler de carte géographique qu'elle portait sur une robe des années 50, c'est ça? Voilà, c'est un peu ça, Stéphane. Je voulais avoir votre avis de grand couturier sur la robe de Miri Regev aux couleurs de Jérusalem. Mon avis de grand couturier, c'est que c'était horrible. Cette dame, cette ministre Miri Regev, à mon avis, n'a pas un sens esthétique très poussé. Moi, j'ai mis la tête sous le coussin parce que j'avais honte. Et on a d'autres arguments à faire valoir, notamment au niveau de l'esthétique de nos actrices. Ça, c'est absolument évident. Voilà, Stéphane, comme ça vous terminez avec une petite phrase qui aurait eu le ton de faire monter les sourcils de ma chroniqueuse.